Alors, au-delà des activités de conseil, j'ai demandé à Fred de venir avec moi cet après-midi parce qu'il a aussi une position d'entrepreneur et de fait plusieurs sociétés. Donc oui, les prospectives de demain. Alors les prospectives, je pense que ce matin, quand Ludovic Guilcher est entré, il vous a dit tout de suite que aujourd'hui, c'était déjà flou. Donc dans 5 ans, et on a vu tout à l'heure, dans 5 ans, c'était pas forcément facile de se projeter. Alors dans 15 ans, voilà, on ne va pas vous dire aujourd'hui à quoi ressemblera la DRH dans 15 ans, parce qu'on n'a pas de boule de cristal. On s'est dit aussi qu'en intervenant au milieu de l'après-midi, il y aurait déjà beaucoup de choses qui auraient été dites sur le digital et la transformation digitale. Donc on a choisi un axe qui était plutôt de vous parler de la transformation, parce que l'ARH, les fondamentaux en fait, que l'ARH devait réinventer aujourd'hui pour pouvoir exister différemment demain. Alors j'ai fait comme Jean-Noël a conseillé ce matin, c'est que j'ai regardé un petit peu dans le rétroviseur quand je me suis dit que j'allais venir vous voir. Et le premier projet finalement que j'ai fait en 1998, ça date un peu, en tant que bébé consultant, c'était de participer à un projet chez Generali qui avait été commandé par la RH et qui avait pour vocation de passer d'un management plus autocratique à un management plus participatif. Et je me suis dit que traduit dans le monde d'aujourd'hui, ce serait comment intégrer le digital, dont on entend parler aujourd'hui, dans le rôle du manager, comment le manager pouvait mieux intégrer toute cette dimension digitale. Mais le point qui est marquant, c'est que je vous ai dit qu'il y a 15 ans, c'est la DRH qui nous a commandé ce projet. Et aujourd'hui, ce type de discussion, eh ben, je l'ai avec, dans mes démarches commerciales, avec la DSI, avec la communication, avec le marketing, avec les départements digitaux. Donc, c'est plus forcément l'ARH. Alors, est-ce que ça veut dire que l'ARH est en concurrence, finalement, avec d'autres départements dans l'entreprise ? Je crois que Fred, tu as... Alors, clairement, oui. Aujourd'hui, une DRH est en concurrence avec la plupart des autres directions qu'elle côtoie, ne serait-ce que la direction générale sur l'ensemble des aspects managériaux, ne serait-ce que le service achat qui a son mot à dire dès qu'on cherche à externaliser un service, et on externalise des services quand on est DRH. La communication, tout simplement parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on est appelé sur un projet digital, c'est plus souvent par une direction de la communication que par un DRH. Et puis tout simplement par la direction des systèmes d'information, vu que beaucoup d'innovations qui concernent directement le monde de la DRH sont aujourd'hui tirées par des outils et par des projets pour lesquels la DSI est en fait maître d'œuvre, maître d'ouvrage et dispose des budgets. Donc très clairement, aujourd'hui, une DRH est en concurrence au sein même de l'entreprise sur ses activités les plus innovantes. Si elle est en concurrence, c'est d'une part la vie normale de l'entreprise, c'est aussi parce que la phrase très très classique qui définit une DRH comme étant la gestionnaire du principal actif de l'entreprise est quelque chose qui en fait se challenge. Alors il nous reste un petit quart d'heure, donc je ne vais pas la challenger en entier, je vais juste challenger le terme gestionnaire pour indiquer que déjà les hommes se gèrent tout seuls comme des grands, ils ne nous ont pas attendus, ils n'ont pas attendu leur manager. La fonction RH, naturellement, est en concurrence directe dans sa relation avec chaque salarié, avec le manager de proximité. Et pour ça, j'ai une petite anecdote. Lorsque, il y a maintenant 7-8 ans, j'ai choisi de ne plus être salarié pour me consacrer à mes entreprises, je côtoyais en tant que consultant des chefs de projet, donc des salariés, qui avaient passé toute leur carrière dans un groupe et qui en étaient parfaitement heureux. Alors que pour moi, c'était quelque chose qui semblait très très bizarre. Donc je leur ai demandé pourquoi ils étaient restés aussi longtemps dans une entreprise, est-ce qu'ils n'avaient jamais eu envie d'aller voir ailleurs. Leur réponse à chaque fois était de me dire « cette entreprise est géniale, j'ai peut-être pas eu la vie professionnelle la plus géniale du monde, sauf que j'ai exercé 5 métiers différents et en choisissant de changer d'entreprise, j'aurais pas pu le faire. »
et en leur demandant, en allant un tout petit peu plus loin, qui avait compté dans ces changements de carrière, tous, systématiquement, m'ont indiqué que c'était leur DRH de proximité qui, à un moment donné, les avait orientés et accompagnés. Et à aucun moment, ils ne m'ont parlé de la DRH. Alors, la DRH a probablement une responsabilité dans ces belles carrières parce qu'elle a mis les conditions de réalisation de ces évolutions. Par contre, elle n'a jamais été perçue comme l'acteur clé de ces transformations. Donc oui, ne serait-ce que pour ces différents éléments, une DRH aujourd'hui est clairement en concurrence au sein de l'entreprise. Oui, donc en effet, puis on l'a, je pense, entendu aujourd'hui, la DRH traditionnelle telle qu'on la connaît, alors va disparaître, le terme est peut-être un petit peu fort, mais en tous les cas, elle doit se réinventer. Et avec Fred, on a, dans nos échanges nombreux, on a gardé 3 pistes qui nous ont paru intéressantes à explorer avec vous pour, dans la réflexion d'imaginer la RH de demain. Et on a pris un postulat, finalement, que la DRH, c'était une entreprise presque comme les autres, avec des clients internes. Et donc, il y a 3 points qu'on voulait explorer avec vous. Le premier, c'est la connaissance qu'on a des clients et leurs attentes. Deuxièmement, le côté, quels sont les services que la DRH, les services adaptés que la DRH doit offrir à ses clients internes. Et enfin, le positionnement que la DRH, enfin, l'évolution du positionnement de la DRH, du rôle de la DRH dans l'entreprise. Alors pour le premier point qui est, est-ce que vous connaissez aujourd'hui vos clients internes? Alors la réponse, si je regarde les chiffres, est peut-être pas. En effet, il y a un chiffre que je trouve marquant, c'est que si on regarde les cabinets d'études type la Sofres, ils reçoivent, en termes de commandes, une demande d'études de la RH pour 10 de la DSI et 100 du marketing. Donc, on voit qu'il y a beaucoup plus de demandes aujourd'hui. Enfin, on regarde beaucoup plus ses clients externes que ses clients internes. Alors, vous connaissez un certain nombre de choses. Vous connaissez leurs caractéristiques, leur âge, leur poste, plein de choses que vous trouvez dans les SIRH. On sait parfois, via des études que vous menez, s'ils sont contents de leur entreprise, si les salariés sont satisfaits de la balance vie pro, vie perso, mais est-ce que vous connaissez les services RH qu'ils attendent? Est-ce que vous savez ce qu'ils attendent vraiment? Moi, finalement, je remarque dans mes projets qu'on me demande très peu souvent d'intégrer les salariés. Dans les 2 dernières années, il y a un projet où on m'a demandé, sur un projet Amont, qui était un projet de schéma directeur du SIRH à 5 ans, où la DRH m'a demandé d'intégrer les vendeurs. C'était chez Oxylane. Alors, Oxylane, c'est les magasins Decathlon, ainsi que toutes leurs marques et tous les composants. Et donc, on a demandé, donc ils sont venus aux ateliers de travail, donc c'est bien en amont. Souvent, on me dit, ah bah oui, mais ils vont nous demander trop de choses, ça va être trop compliqué, on ne peut pas les intégrer maintenant, on les intégrera plus tard. Et là, on me l'a demandé dès le début, ce que je trouvais très intéressant. Et on leur a demandé de rêver leur SIRH. Et un des points prioritaires qui nous ont remonté, ça a été en fait, de pouvoir être mis en relation très rapidement avec les personnes qui avaient eu leur poste dans l'entreprise il y a 3 à 5 ans. Parce que eux, ça leur permettait de se dire quelles sont les différentes possibilités de carrière que j'ai, avec toutes les données que vous avez à la RH, dans tout ce que vous nous demandez tout le temps. Vous devez bien les avoir, ces informations. Donc, mettez-nous en relation. Ce serait bien de pouvoir avoir les parcours de carrière de ces personnes-là, et puis de pouvoir en fait, les poker et de dire tiens, est-ce que je peux discuter avec toi? Comment t'en es arrivé là? Voilà. Et donc, c'était une idée assez simple, enfin, c'était une demande finalement assez simple, mais dans toute la préparation qu'on avait eue sur qu'est-ce qu'ils allaient bien pouvoir nous demander, on n'avait pas pensé à ça. Donc finalement, écouter ces salariés, ça permet de faire évoluer les services, ou enfin, de répondre mieux aux services que eux peuvent attendre prioritairement. Alors, pour rebondir là-dessus, je vais prendre une expérience issue d'une de mes activités, qui est donc chez MGM Resources International. Donc, c'est un grand groupe qui opère en fait des hôtels, casinos et centres de loisirs à travers le monde et qui possède à peu près la moitié du strip de Las Vegas.
Et dans cette entreprise un petit peu particulière, il y a un poste clé qui sont en fait ce qu'on appelle les well-sitters. Les well-sitters, c'est des nounous à baleine. Alors, qu'est-ce qu'une nounou à baleine ? Ça vient d'un phénomène tout simple. Lorsqu'on opère un hôtel-casino, on se rend compte que l'essentiel de la marge et l'essentiel du chiffre d'affaires est produit par 5% des clients, ces fameuses baleines. Donc, ce sont soit les gros perdants, donc les personnes qui sont capables de perdre 1 million, 5 millions, 10 millions, 50 millions de dollars en un week-end, et les petits gagnants, c'est-à-dire les personnes qui, quelque part, construisent l'image et vendent le rêve pour tous les clients. Ces personnes-là, évidemment, c'est un enjeu clé pour cette entreprise que de très bien les connaître. Et quand on dit très bien les connaître, c'est les connaître au point que, de toute façon, pendant leur séjour, on va répondre au moindre de leurs désirs et, si possible, l'anticiper. Les personnes qui s'en occupent, donc ces fameuses nounous à baleines, sont donc des salariés clés qui sont eux-mêmes très bien connus de l'entreprise et qu'on va accompagner tout au long de leur carrière. Alors, ça démarre du tout début de ce travail où généralement ces personnes sont affectées à l'entrée de l'hôtel-casino, où on leur demande d'accueillir les gens qui arrivent en voiture et quelque part on va les évaluer sur leur capacité à identifier les clients les plus importants et à les accompagner pendant tout leur séjour. Et le critère clé pour identifier cela, c'est simplement de leur dire ceux qui touchent le plus de pourboire à la fin vont devenir un well-sitter et changer de poste pour accompagner des clients plus importants et déjà identifiés. De la même façon que tout est fait pour comprendre quel est leur parcours, comment les recruter, comment les accompagner, s'ils ont besoin de connaître une autre entité du groupe, un autre hôtel ou un autre casino pour mieux s'exprimer, leur mobilité sera gérée. Si ce travail commence à les fatiguer et qu'ils ont besoin de voir autre chose, là aussi, l'aménagement sera traité. Et l'essentiel du travail, cette fois-ci de la DRH vis-à-vis de cette population, eh bien, de les connaître et de les accompagner tout du long. Et pour les accompagner tout du long, ça veut dire que la DRH a choisi de concentrer 90% de ses efforts à la connaissance de ces salariés bien particuliers. Et pour les connaître, elle utilise à peu près tous les moyens imaginables, allant du big data au simple retour d'expérience, comme on peut le connaître. Je te rends la main, on est pressé. Alors ça semble simple, effectivement, de se dire tout simplement comment bien connaître nos clients internes et éventuellement savoir sur qui porter l'effort pour pouvoir offrir des services finalement qui permettent aux salariés d'être plus fidèles, plus productifs, plus efficaces. Si on vous donnait finalement les attentes des salariés en termes RH sur un plateau d'argent, est-ce que vous n'auriez pas envie de créer une entreprise lucrative pour y répondre ? Alors, moi, il y a un point que je note maintenant, c'est que la DRH, elle a parfois un peu un problème d'image, un déficit d'image auprès du grand public. J'ai fait l'exercice concret de compter, parce que c'était quelque chose que je notais déjà assez souvent, en dehors de mon cercle, j'ai demandé ce que les gens pensaient que je faisais en travaillant dans la RH. 8 fois sur 10, ils m'ont répondu que je virais les gens. Et 2 fois sur 10, que je les recrutais. Moi, ce qui m'a un peu peiné, c'est de me dire, finalement, entre l'entrée et la sortie, la valeur des services RH, elle n'est pas perçue. Est-ce que c'est ça qu'il faut en retenir ? Et du coup, je me suis dit, ça veut dire quoi ? Que les services, c'est pas les bons, ils sont mauvais, ils sont inutiles, la DRH ne sait pas les vendre, ne sait pas les positionner. Alors non, je crois pas, ça fait 15 ans que j'ai la chance d'accompagner les DRH et je trouve qu'on propose des services de valeur. Alors pourquoi est-ce que cette valeur, elle est peut-être pas toujours perçue ? Alors il y a une phrase qui m'est revenue, on dit souvent que ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Alors est-ce que c'est ça le problème ? Est-ce que finalement, parce que c'est des services gratuits, on ne s'en représente pas la valeur ? Alors je me suis dit, comment est-ce qu'on pourrait faire payer aux salariés les services qu'on lui offre ? Bon, assez simplement, je me suis dit, retirons 100 € sur son bulletin de salaire quand on lui fait faire une formation. Bon, évidemment, je pense que rapidement, nous aurions les syndicats sur le dos et que ça ne pourrait pas très bien se passer. Ils auraient peut-être même raison. Par contre, il y a un point qui m'a marqué, moi, il y a 10 ans, quand nos banques, elles nous ont donné un accès à un service Internet en nous disant vous allez pouvoir maintenant faire vous-même vos virements, vous allez pouvoir faire tout un tas d'opérations vous-même. Et ils m'ont fait payer.
pourtant, pour quelque chose qu'avant, il faisait gratuitement pour moi, quoi. Mais le fait que je puisse faire à 2h du matin de Malaisie un virement à ma meilleure amie, je me suis dit, ok, je suis prête à le payer. Et j'en suis content. Alors comment est-ce qu'on pourrait transposer peut-être ça à la RH ? Je me suis dit, si tous les services RH qu'on offre aux salariés, on leur mettait une valeur de points, par exemple. Et qu'en début d'année, on distribuait aux salariés un nombre de points défini, je sais pas, 10, 15 points, qu'ils pourraient consommer quand il veut, comme il veut. Est-ce qu'on ne serait pas dans le côté, parce qu'Alexandre Pachulski disait ce matin, donner la liberté aux salariés d'avancer et de faire ce qu'il veut. C'est une idée. Je ne sais pas si mais je trouve qu'elle était intéressante à explorer, en tous les cas. Alors, vu que j'ai été très bavard juste avant, je vais faire une version très courte. Quand on demande à un entrepreneur comment est-ce qu'une DRH peut mieux connaître ses clients et adapter ses services et mieux révéler leurs valeurs, la réponse toute bête, c'est comportez-vous comme des entreprises. Ce que ça veut dire, c'est tout simplement, il faut que vous réfléchissiez à vos produits et services, comme n'importe quelle entreprise peut le faire, en se demandant quelle est la valeur ajoutée pour le client, dans quelle mesure vous allez susciter l'envie chez vos clients d'utiliser ces services. Et puis ces services, il va falloir les faire connaître. Et nous allons donc devoir avoir une fonction marketing interne pour que ces services soient connus, utilisés. Vous allez gérer un service après-vente parce que ces services, il va falloir les faire évoluer en fonction des retours des salariés. Il va falloir que vous appreniez, que vous abandonniez certaines options et que vous en preniez d'autres. Que vous choisissiez votre business model, que ça ne soit pas simplement je vais pleurer pour avoir mon budget en début d'année et à la fin de l'année on voit bien ce qui s'est passé. Non, il faut que l'activité RH en soi soit rentable du point de vue de l'entreprise. Et ça veut dire qu'effectivement les services, il faut les construire, il faut les produire, il faut les vendre, il faut assurer le service après-vente et se demander si le business model qui va avec est soutenable et durable. Donc on a effectivement passé le côté connaître ses salariés qui est important, l'aspect créer les services adaptés. Donc le dernier point, c'est l'aspect positionnement de la DRH. Alors le positionnement dépend du contexte, hein. Évidemment, quand vous avez une position, tout dépend d'où on vous regarde. Si on regarde au-dessus, du côté, par en dessous, enfin bref. Donc là, je vais être sur le positionnement interne de la DRH pour commencer. Il y a une question que m'avait posée Stéphane Rousseau, je ne sais pas s'il est encore dans la salle, il y a quelque temps, où vous m'avez demandé est-ce qu'en tant que consultant, vous voyez une évolution de l'organisation à l'intérieur de la DRH aujourd'hui, à l'ère du digital et de la transformation digitale ? La réponse avait été non, pas énormément. Je vois de temps en temps apparaître un service digital working qui est rattaché soit au marketing, à la DSI et parfois à la DRH. Mais ce que je note, c'est qu'il fonctionne en silo, comme d'ailleurs le reste souvent des départements de la RH. La RH fonctionne aujourd'hui elle-même relativement en silo. Or, je crois qu'on s'est dit aujourd'hui qu'il fallait décloisonner, qu'il fallait ouvrir, penser différemment, être plus transverse. Et moi, je trouve aujourd'hui que la RH, est-ce qu'il n'y a pas des aspects sur lesquels elle peut être plus transverse ? Alors ça pourrait donner quoi, la transversalité ? J'ai été intéressée tout à l'heure par, je crois que c'était, j'ai noté son nom, mais Godefroy de Colombe, je crois, qui disait qu'il s'organise aujourd'hui. Ils organisent aujourd'hui des équipes transverses pour répondre plus rapidement à leurs clients. Alors, si on transposait ça à la RH, qu'est-ce que ça pourrait donner ? Ça pourrait donner un responsable de clientèle, peut-être, un responsable de clientèle RH qui aurait une population donnée à l'intérieur de l'entreprise dont il s'occuperait sur l'intégralité de ses problématiques, le recrutement, les carrières, et il pourrait mobiliser au sein de la DRH un pool de gestionnaires pour répondre aux besoins de ses clients internes. Est-ce que cette transversalité, elle pourrait être utile ou intéressante pour participer et aller plus vite, comme c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Alors, ce point me paraît d'autant mieux fonctionner si on a aujourd'hui une gouvernance qui, par exemple, labelliserait les bonnes pratiques pour qu'ensuite elles soient diffusées au reste de l'entreprise. Donc voilà, encore un axe de réflexion sur le sujet.
Alors, un complément, vu qu'on regarde le futur, j'ai choisi de prendre un exemple très ancien. Et un exemple très ancien qui pour moi est révélateur que il y a 85 ans, l'ARH pouvait être au cœur de l'entreprise, là où aujourd'hui on se demande parfois où elle est passée. C'est particulièrement vrai quand on parle de gestion de projet. Donc je reprends un exemple que j'utilise et que j'ai utilisé à chaque fois que j'ai eu à former des chefs de projet, qui est tout simplement l'histoire de la construction de l'Empire State Building. Alors, je vous laisserai vous documenter, il y a une littérature assez abondante sur le sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est que en 1930, c'est un projet qui a duré 15 mois là où il était prévu pour durer 18 mois, qui a été moins cher que prévu, quasiment 20% de moins, qui a mobilisé 3500 personnes pendant toute cette période, qui, en termes de conception et design, a été révolutionnaire parce que c'est une des premières fois où on a construit un tel bâtiment avant que les plans ne soient terminés. Donc c'est l'équivalent des méthodes agiles d'aujourd'hui, hein, ni plus ni moins, simplement c'est la première fois qu'on les mettait en œuvre. Et une des choses à retenir, c'est que donc cette construction a été confiée aux frères Starrett, et l'un des deux frères Starrett était simplement le DRH. Alors parmi toutes les innovations qu'il a apportées, il a défini le contrat de travail que n'importe quel employé du bâtiment pouvait avoir avec la ville de New York, et il a apporté des éléments clés dans la construction, comme des choses aussi simples que de mettre des cantines tous les 5 étages, plutôt que de demander aux salariés de descendre au rez-de-chaussée pour faire leur pause. Quand on a 10 étages, c'est pas un problème. Quand on en a 50, d'un coup, ça change tout. Je crois qu'il va falloir qu'on conclue. C'est ça. Voilà. Oui, en effet, voilà, l'environnement change. Les entreprises doivent s'adapter. La RH est un peu challengée. Mais alors on a évoqué quelques pistes qui sont à explorer dans votre contexte, vos entreprises, qui nous semblent à la fois pertinentes pour vos entreprises et surtout qui sont à portée de main pour vous, c'est-à-dire que vous avez déjà la main dessus, c'est pas très, très loin ou très difficile d'y aller. Si je reprends mieux connaître ses clients internes, oui, bien sûr, mais aujourd'hui, c'est quand même la RH qui les connaît le mieux déjà. Donc, c'est déjà bien. Si je reprends sur l'aspect de créer des services, vous en avez créé par le passé plein et vous saurez certainement très bien le faire demain. Un point qui me paraît important, c'est d'avoir un positionnement stratégique. Un positionnement stratégique comme par exemple la culture d'entreprise. La culture d'entreprise, c'est voilà, la RH, elle doit être garante de cette culture d'entreprise. Et je pense que c'est au travers de la culture d'entreprise qu'elle peut capter et piloter, accompagner les projets innovants dans l'entreprise demain. Je ne sais pas, peut-être piloter, ce serait bien, les projets innovants dans l'entreprise demain. Et pour aller peut-être un petit peu plus loin, alors c'est peut-être mon côté un peu égoïste, parce que je suis consultante, mais si l'ARH, elle apporte à son board demain des projets innovants dans lesquels le board a envie d'investir, eh bien, voilà, ce sera aussi des projets plus fun pour nous, les RH. Et si, je vais même aller plus loin, si demain, ça vous permet que le RH soit dans le top 3 du plan de succession de la DG, eh ben, je serais ravie aussi, ça m'arrange bien. J'ai fini. Merci Héloïse, merci Frédéric pour toutes ces idées.